VOA Afrique. Bienvenue à vous. Zoom ce jeudi sur la présidentielle américaine. Retour cette semaine sur l'étape clé du Super Tuesday. La liste des candidats en lice pour la Maison-Blanche se réduit plus que jamais. Républicains et démocrates se battent. On décrypte pour vous, étape par étape, la campagne électorale. C'est tout de suite dans Washington Forum. Présidentielle américaine, retour sur le Super Tuesday, le Super Mardi. Hillary Clinton et Donald Trump s'imposent dans les primaires américaines. Que représente cette date clé dans la course à la Maison-Blanche? Quels sont encore les grands points forts avant le scrutin de novembre? C'est tout de suite dans Washington Forum. Washington Forum. Alors dans ces primaires américaines, Hillary Clinton et Donald Trump un peu plus près de la Maison-Blanche. C'est en tout cas ce que confirment ces résultats du Super Mardi. On revient en images sur cette étape incontournable de la campagne présidentielle avec Salwa Jafari. Carton plein pour le républicain Donald Trump. L'homme d'affaires a remporté un total de 7 États. Il fait ainsi un pas de géant dans la course à la Maison-Blanche. Je suis un unificateur. Je sais que beaucoup de personnes vont trouver cela un peu difficile à croire. Une fois qu'on en aura fini avec tout ça, je vais affronter une seule personne, Hillary Clinton. Le sénateur Ted Cruz a remporté son État du Texas ainsi que l'Oklahoma. Il a exhorté ses rivaux à lui céder la place pour un face-à-face ultime avec Trump. Et après ce soir, nous avons vu que notre campagne est la seule campagne qui a battu, qui peut battre et qui va battre Donald Trump. Le sénateur Marco Rubio a remporté sa première victoire dans le Minnesota, mais il reste à la traîne. Nous allons envoyer un message. Les partis des Lincoln et des Reagan et la présidence des États-Unis ne seront jamais tenus par un arnaqueur. Malgré le succès de Trump, les leaders de son parti souhaitent qu'il fasse preuve de plus de clarté quant à ses prises de position, faisant référence au soutien d'un ancien dirigeant du Ku Klux Klan à sa campagne. Si une personne veut être le candidat du Parti républicain, il ne peut y avoir d'esquive ni de jeu. Ils doivent rejeter tout groupe ou cause basée sur le sectarisme. Dans la course démocrate, ce fut une grande nuit pour Hillary Clinton avec des victoires dans plusieurs États du Sud. L'ancienne secrétaire d'État est sur le bon chemin pour une nomination. Clinton a déjà changé sa ligne de mire. Elle porte toute son attention sur le camp républicain. Les enjeux de cette élection n'ont jamais été plus élevés et le discours que nous avons entendu de l'autre côté n'a jamais été aussi faible. Essayer de diviser l'Amérique entre eux et nous est juste inacceptable. Et nous allons tout faire pour que ça ne marche pas. Son rival Bernie Sanders a remporté son État du Vermont, ainsi que l'Oklahoma, le Colorado et le Minnesota. Il a promis de faire mieux la prochaine fois. Nous allons poursuivre notre lutte pour la justice économique, la justice sociale, pour la santé de l'environnement, pour un monde de paix pour chacun de ces États. Prochaine étape des tests majeurs pour les deux partis dans d'autres grands États dans les 2 prochaines semaines. Remporter le Super Tuesday est en tout cas bien souvent une étape décisive dans la course à l'investiture. C'est dire si le verdict des urnes des primaires de cette semaine peut d'ores et déjà livrer les noms des candidats républicains et démocrates qui s'affronteront le 8 novembre prochain. Alors pour nous éclairer dans ce décryptage des élections américaines, fidèle au rendez-vous, Idrissa Seydoudia, vous êtes journaliste ici à la rédaction de VOA Afrique. Nous aurons au téléphone dans Washington René Lake, vous êtes consultant en communication à la tête de LTL Stratégie. Et puis nous aurons en direct de New York, le professeur Souleymane Bachir Diagne, historien. Je vais commencer par vous, messieurs. Idrissa Seydoudia, quelle est votre réaction suite à ces premiers résultats du Super Mardi ? C'était pas surprenant. On s'attendait à ce que Donald Trump remporte au moins une dizaine d'États. Alors là, on a vu quand même le sénateur Ted Cruz remporter son État, ce qui est une bonne chose.
On a vu une lutte assez serrée au niveau de la Virginie qui est très diversifiée, un État clé dans l'élection de novembre. Là, c'était serré entre Rubio et Donald Trump. Est-ce à dire que les attaques de dernière minute de Rubio ont eu un effet quelconque sur la primaire de la Virginie? On ne sait pas, c'est encore trop tôt. Alors pour vous, ce n'était pas une surprise. René Lake, est-ce que pour vous, les résultats de ce super mardi sont exceptionnellement surprenants? Non, pas vraiment. C'est vrai que c'était à peu près les résultats qu'on a obtenus, ce sont à peu près les résultats que donnaient les sondages. C'est vrai que Cruz, avec 3 victoires, c'est peut-être un peu plus que ce que l'on pensait. On pensait plutôt entre 1 et 2. Définitivement, le Texas, comme le disait Idrissa Seydoudia il y a quelques instants. Hillary Clinton, Sanders, 7 victoires pour Hillary Clinton, 4 pour Sanders. C'était à peu près également ce qui était prévu. Je pensais peut-être en avoir une 5e avec le Massachusetts, mais au fil de rasoir, finalement, Hillary Clinton l'a emporté. Donc je crois que les résultats sont à peu près dans l'ordre des choses par rapport à ce à quoi on s'attendait. Alors Idrissa, pour les non-puristes, est-ce qu'on peut revenir sur le fonctionnement exact de ce super mardi? En fait, qu'est-ce que c'est? À quoi ça correspond dans l'agenda américain? Bon, il faut dire que traditionnellement, c'était l'Iowa et le New Hampshire qui étaient les États déterminants dans ces primaires américaines. Alors, les autres États étaient un peu jaloux, n'est-ce pas? C'est ainsi que, surtout dans le Sud, beaucoup d'États se sont décidés. Juste une question pour que nos téléspectateurs comprennent bien. Qui détermine le Super Tuesday? Qui détermine ça? En fait, il y a ce qu'ils appellent le National Committee, que ce soit du Parti républicain ou du Parti démocrate, et c'est à ce niveau qu'ils décident des règles, n'est-ce pas, du parti, des règles internes du parti et de l'organisation, des primaires. Donc, dans ce cas, les autres étaient jaloux parce que quand même l'Iowa et le New Hampshire ne sont pas vraiment représentatifs des États-Unis. Il n'y a pas la diversité ethnique et autres que l'on retrouve dans les autres États. Donc, surtout dans le sud des États-Unis, beaucoup d'États se sont mobilisés pour avoir ce super mardi, avoir beaucoup plus d'impact sur les primaires. René Lake, vous êtes toujours avec nous. Qu'est-ce qui a fait la différence entre les deux candidats que sont Hillary Clinton et Donald Trump par rapport aux autres candidats? Bon, écoutez, d'abord pour Hillary Clinton, ce qu'on avait appelé son firewall du Sud, donc ce mur de protection, c'était le vote noir. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Le vote noir lui a été favorable. 86% des femmes noires ont voté pour Hillary Clinton. 83% des hommes noirs. En moyenne, au-delà de 84% des noirs, plus que Barack Obama en 2008. Donc c'est pour vous dire que elle a fait le plein de voix des Noirs et des minorités de manière générale. Le vote latino aussi a été très important pour elle. Donc je crois que pour elle, c'est ce qui a fait la différence. Pour Donald Trump, je crois qu'il y a un phénomène même nouveau qui est en train de se passer, c'est que de plus en plus, il arrive à obtenir la majorité dans plusieurs segments de la population. Jusqu'à il y a encore 2 semaines, il était plutôt le candidat des gens pas très formés, les zones rurales, un peu les gens qui ont été les fervents opposants de Obama pendant 8 ans et qui en veulent beaucoup également à l'establishment du Parti républicain. Mais de plus en plus maintenant, il commence à obtenir de bons résultats et à arriver même en tête. Alors, si je peux me permettre... Allez-y, oui. Alors, effectivement, mais si je peux me permettre, Mitt Romney a fait une déclaration cet après-midi disant que Donald Trump prend les Américains pour des poires. Il faut à tout prix barrer la route à cet imposteur. Il y a quand même, au sein des Républicains, des guerres intestines. Alors, est-ce qu'il était légitime? Est-ce que c'est normal que lui ait remporté cette candidature républicaine? Écoutez, moi, je veux vous dire, les Républicains sont en train de payer au prix très, très, très fort l'obstruction qu'ils ont opposée à Barack Obama pendant 8 ans. Pendant 8 ans, ça a été le parti du non, et ils ont eu des plateformes de campagne qu'ils n'avaient pas les moyens de mettre en œuvre, telles que l'annulation de la Obamacare, la fameuse assurance médicale, qui est l'un des piliers de l'administration Obama. Et donc, ils n'ont pas pu obtenir de résultats. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a une sorte de rébellion au niveau du Parti républicain. Et c'est sur cette rébellion-là que
qu'au fond, c'est ça qui bénéficie à des gens comme Trump, même quelqu'un comme Cruz, qui est un candidat anti-establishment. Donc c'est une véritable révolte interne au Parti républicain, et il le paye au péril fort. Et aujourd'hui, des gens comme Mitt Romney, les autres leaders des partis républicains, cherchent aujourd'hui à faire barrage, mais en fait, il ne faut que payer une situation qu'ils ont créée depuis un bon bout de temps. Effectivement. Idrissa Seydoudia, est-ce que c'est votre lecture aussi? Est-ce que, en fait, il n'y a pas là simplement le fait qu'ils ne sont peut-être pas à la hauteur dans le Parti républicain et que ça il y a beaucoup de... C'est vrai que moi, je pense que le trait commun, n'est-ce pas, c'est Obama. Il y a eu une forte opposition à Obama depuis 2008, quand il a été élu, et ils ont promis de changer les choses. Les républicains leur ont donné, ou le pays même leur a donné, des majorités très solides au niveau du Sénat et au niveau de la Chambre des représentants. Ils n'ont pas pu faire grand-chose. Alors donc, les gens ont perdu toute illusion concernant l'establishment. Et là, il y a une colère qui est sourde, une colère qui a tout d'un coup éclaté et qui montre que les Américains, en tout cas les électeurs républicains, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont joints à cette campagne. Ce n'est pas les républicains traditionnels qui ont pu propulser au début, pas Mitt Romney, mais Donald Trump. Maintenant, il y a beaucoup de gens frustrés qui sont joints à sa campagne. On reviendra plus en profondeur dans ce débat entre républicains et démocrates, mais nous retrouvons tout de suite à New York Monsieur Diagne, Souleymane Diagne. Merci d'être avec nous. On va revenir un petit peu sur ce Super Tuesday. On aimerait comprendre l'origine du Super Tuesday. Est-ce que cette date a toujours été dans l'agenda électoral? Historiquement, est-ce une étape clé, incontournable? L'étape qui vient de se passer, vous voulez dire? Oui, exactement, le Super Tuesday. Oui, évidemment, c'est une étape importante, le fameux Super Tuesday, parce que ça permet aux grandes lignes de ce qui va arriver de se dessiner. Et évidemment, maintenant, il est vraiment question de candidats qui ont déjà pris une avance assez importante, c'est-à-dire qu'on voit se dessiner un certain nombre d'indications, il y a des enseignements à en tirer. Évidemment, il faudra attendre encore 2 semaines, le 15 de ce mois-ci, quand la Floride et Ohio vont voter. Mais évidemment, le Super Tuesday est extrêmement important. C'est une étape très importante dans la course à l'investiture, puisque à partir de ce moment-ci, on peut vraiment dire qu'il y a des candidats qui se sont détachés, qui sont encore rattrapables, mais qui se sont fermement affirmés comme étant en tête de peloton. C'est ça l'importance du Super Tuesday. Oui. Effectivement. Alors, c'est un sujet qui suscite beaucoup de réactions sur Facebook. Vous avez été nombreux à laisser vos commentaires. On va tout de suite voir le commentaire de Khalil Ahmad à Luanda. Donald Trump gagnera la présidence même avec ses programmes racistes. Je ne pense pas qu'il va pouvoir tenir ses promesses de campagne parce qu'il ne connaît pas la politique. Je me tourne vers vous, Idrissa. La course est encore longue. Qu'est-ce qu'il y a encore comme étape cruciale? Donald Trump n'a pas encore gagné. Il n'a pas encore gagné, mais il est bien placé pour remporter la lutte. C'est d'ailleurs ce qui explique pourquoi des politiciens de l'establishment comme Mitt Romney se sont déchaînés aujourd'hui et on l'a attaqué sans merci, le dénonçant comme un charlatan en quelque sorte, n'est-ce pas? Alors, l'étape prochaine, comme l'a dit tout à l'heure le professeur Diagne, c'est le 15. Parce que le 15, en ce moment-là, il y a la Floride, qui est riche en délégués. Et si Marco Rubio l'emporte, alors en ce moment-là, il rafle tous les délégués. C'est la même chose aussi pour les autres États qui votent le 15. Et en ce moment-là, si on permet à, Marco Rubio et aux autres de gagner dans certains États, ça pourrait priver Donald Trump, ultimement, de la majorité requise pour remporter l'investiture à la Convention. Et en ce moment-là, on pourrait négocier au niveau de la Convention pour voir si on pourrait prendre un autre candidat. Autre réaction, celle d'Aboubacar Coulibaly à Bamako. J'aimerais bien savoir quels sont les atouts de Mme Clinton et ceux de M. Trump pour remporter ces élections. Et cette question, je l'adresse à vous, René Lake. Qu'est-ce qui fait la différence entre ces deux candidats?
pour Hillary Clinton, c'est clair, comme je disais tout à l'heure, c'est le vote des minorités, c'est la démographie américaine, la nouvelle démographie américaine, celle qui a mené Barack Obama au pouvoir. Donc ce qu'on appelle la coalition de Barack Obama, elle est en train, je crois, avec beaucoup de succès, de reconduire cette coalition-là. Et je vous ai même donné des chiffres où elle renforce même son positionnement chez les Noirs par rapport à celui de Barack Obama. Ça paraît très étonnant, mais ce sont les chiffres, ce sont les résultats des sondages qui ont été faits ces derniers jours. Bon, pour Donald Trump, comme on l'a dit également tout à l'heure, c'est vraiment la colère, c'est vraiment la révolte interne au sein du Parti républicain, au point que je vous avoue, et vous suivez ça c'est l'actualité ici aux États-Unis, on vit un moment historique, un moment où l'ensemble de l'establishment quasiment des partis républicains, du Speaker of the House, du chef du Parlement, en passant par les deux derniers candidats républicains aux élections présidentielles, Mitt Romney Monsieur Lake, excusez-moi de vous interrompre, mais c'est déjà la fin de cette première partie. On va revenir plus en profondeur tout à l'heure. On va revenir plus en profondeur dessus tout à l'heure. C'est la fin de cette première partie. On se retrouve tout de suite après cette courte pause. There are a number of elections taking place on the African continent this year. Our hope is that in Africa we see free, fair, and transparent elections that show the will of the people, that they are able to go to the ballot box, make a selection, and that their will is seen in the results, and that there are no efforts to tamper with those results. Let's have free and fair elections. That's how democracy works. And leaders who determine that they want to stay in power forever, they interfere with the process of democracy. Democracy stops when leaders demand staying in power for life. People deserve the possibility of voting without fear, of voting without violence, and seeing the results of their vote when the votes are counted. De retour avec nos invités dans ce Washington Forum consacré aux élections américaines de 2016. Avant de poursuivre avec nos invités, sur le continent, autant qu'aux États-Unis, cette présidentielle US intéresse. De Washington à Conakry, de Niamey en passant par Casablanca, nos différents correspondants ont tendu leur micro et ça donne ça. Républicain, je crois qu'il maîtrise mieux notre sécurité. Je choisirais un démocrate qu'un républicain pour la simple raison qu'en Afrique et partout dans le monde, nous sommes fatigués de la violence ou des conflits. Et à savoir que les démocrates ont basé leur philosophie sur la négociation, sur le dialogue. Moi, si j'étais américaine, je voterais pour les démocrates. Parce que je pense que leur politique est plus sociale, plus orientée vers l'aide aux gens. Généralement, je vote démocrate à cause des questions sociales. Je crois qu'ils s'en occupent mieux. Les républicains ont tendance à les ignorer. D'abord, mon choix, si ça ne tenait qu'à moi seulement, je préfère les partis démocrates. Pourquoi un parti démocrate? Parce que je pense que les démocrates défendent les minorités un peu. Les démocrates, il y a tout un ensemble de règles qui se trouvent dedans. Qui parle de démocrate, c'est un parti démocrate qui est là. En principe, je prends en considération les questions économiques, les lois, les taxes. Je dirais que je suis plutôt républicain. Il est préférable de voter pour les démocrates au lieu des républicains, parce que d'où le nom démocrate, démocratie, républicain, ils sont pro-république, pro-États-Unis. Et donc on a vu ça à travers les présidents qui ont été élus les dernières années. Quand on voit un républicain genre George Bush, c'est quelqu'un qui a tout fait pour les États-Unis et qui n'a rien fait pour le monde, alors que quand on voit un démocrate, Barack Obama, il a tout fait pour le monde. Concernant le discours racial, je crois que je voterai démocrate. Mais on ne sait jamais. Ça peut changer.
Votez pour les politiques, pas pour les partis. Moi, je préfère les démocrates. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas sans savoir que pour moi, c'est une analyse de fait que j'ai constaté que le président des États-Unis n'est pas seulement un président des États-Unis, il est le président de tout le monde entier. Et parce que c'est eux qui gèrent la démocratie du monde entier presque en un mot. Et j'ai remarqué le constat que j'ai fait que c'est lorsque ce sont les républicains qui sont au pouvoir, il y a trop de conflits à travers le monde entier ou dans les pays où les États-Unis ont leur mot à dire. Ce m'est égal. Pourquoi pas Hillary Clinton, vu en tout cas l'expérience qu'elle a, parce que je ne connais pas du tout les milliardaires. Cette femme, en tout cas, a une expérience de grande échelle sur les États-Unis et sur la diplomatie, en tout cas mondiale. Franchement, pour ces élections, je n'aime aucun des choix qui se présentent devant moi. Alors, professeur Diagne, qu'est-ce qui explique cet engouement des Africains à suivre de près ces élections, selon vous ? Écoutez, l'un des interlocuteurs l'a dit tout à l'heure, le monde a le sentiment que l'élection américaine est l'affaire du monde entier, pas seulement l'affaire des États-Unis, mais étant donné le leadership américain, évidemment, quelque chose du sort du monde se joue nécessairement dans les élections américaines. Et je constate également un engouement certain des Africains pour le choix qui va être fait, parce qu'évidemment, on l'a senti, il y a une sorte d'inclination presque naturelle vers les démocrates, l'idée que les démocrates sont davantage le parti des minorités et raison pour laquelle les Africains semblent se reconnaître dans ce parti. Et puis je dois dire que cette année-ci, au moment où chez les Républicains, celui qui semble être en tête de course a eu des déclarations qui ont inquiété justement les minorités, tous ceux qui se sont sentis insultés, il y a d'autant plus d'engouement. Mais je crois que la raison principale, c'est l'idée que les élections américaines, quelque chose du sort du monde, se joue dans les élections américaines. Alors justement, nous avons eu une réaction Facebook à ce propos qui vient de Alphonse Mwaki à Kinshasa, qui dit « L'Afrique est loin de s'inspirer du jeu démocratique des USA qui sont ancrés dans la culture de l'alternance ». Professeur Diagne, je reviens vers vous. Est-ce que le modèle électoral américain pourrait fonctionner pour les pays africains ? Je crois qu'effectivement c'est un modèle qu'il faut méditer pour les pays africains. Je prends un exemple très simple. Vous avez aujourd'hui au fond un bipartisme de fait qui commence à se dessiner dans la plupart des pays africains où vous avez une majorité, une opposition et des alternances s'effectuent. Les combats les plus meurtriers sont en général entre des partis devenus très nombreux qui se disputent et pourtant qui seraient normalement du même bord politique. L'organisation de primaires qui permettrait de sélectionner les candidats de tel ou de tel bord politique avant une sorte de confrontation dans une élection générale pourrait être un modèle qui aurait quelque avenir sur le continent africain, me semble-t-il. Et de ce point de vue-là, regarder le fonctionnement des élections américaines est une bonne leçon. Il y a quelque chose à tirer de ces enseignements. Alors en tout cas, on Lavoisier à Bujumbura, lui aussi a réagi. Je pense que Donald Trump a un seul objectif qui est celui de bien organiser les États-Unis, car il n'a guère de problème d'argent. René Lake, c'est à vous que je pose cette question, si vous êtes toujours avec nous. Est-ce que vous m'entendez ? René Lake, est-ce que vous m'entendez ? Je vous entends très bien. Je vous entends très bien. Avez-vous entendu ce commentaire Facebook de l'un de nos téléspectateurs qui pense que Donald Trump a un seul objectif, qui est celui de bien organiser les États-Unis, car il n'a guère de problème d'argent. Pensez-vous que ce soit celui qui a une puissance financière qui sera le prochain président ? Je ne pense pas que ce soit un critère très important et très pertinent. Ce que je retiens plutôt par rapport à Donald Trump, il a un discours contre l'autre, l'autre avec un A majuscule. Alors l'autre, c'est le musulman, c'est le Mexicain, ce sont les femmes, sans compter qu'il a un discours guerrier sur les problématiques de diplomatie et les problématiques internationales. Je ne crois pas que le fait qu'il soit un homme riche
est la moins importante. Alors peut-être que cela faisait écho au fait qu'en Afrique, on a souvent des candidats qui réussissent à faire une campagne qui est bien financée. Ce sont souvent eux qui remportent la présidentielle. Qu'est-ce qui, selon vous, avec votre expérience, permet de faire pencher la balance républicain ou démocrate? Qu'est-ce qui séduit les Africains dans les candidats américains, d'après vous? Moi, je crois, comme le disait le professeur Diagne tout à l'heure, les démocrates, c'est un peu le parti des minorités et pratiquement toutes les minorités du monde sont représentées ici aux États-Unis. Donc, je crois qu'il y a un lien naturel qui s'établit. Je crois également que leur discours est un discours bien moins guerrier, moins agressif par rapport aux problématiques internationales, et je pense que ça séduit les Africains. Mais si vous permettez, très rapidement, je voudrais dire par rapport à ce que disait le professeur Diagne, par rapport à exporter le modèle américain en Afrique, le problème en Afrique est bien posé, c'est qu'au sein des partis politiques, il n'y a pas de démocratie qui puisse permettre d'avoir des primaires, et c'est bien cela qui empêche le système de fonctionner. Alors, dernière réaction Facebook, celle d'Abdoulaye Oumoubari à Conakry. Je pense que Mme Clinton est mieux placée car elle pourra défendre l'islam comme le fait Obama. Je me tourne vers vous, Idrissa Seydou Dia. Qu'est-ce qui fait que le thème religieux, notamment celui sur les musulmans, est aussi présent dans la campagne américaine? Il a fallu les attentats à Paris, les attentats à San Bernardino en Californie qui ont été exploités par Donald Trump parce qu'il y a une certaine peur des attentats ici aux États-Unis et une certaine peur de l'État islamique. Alors Donald Trump a proposé cette solution d'interdire, ne serait-ce que temporairement, l'entrée des États-Unis aux musulmans. Ce qui a créé beaucoup de réactions. Exactement, et même aujourd'hui, Mitt Romney a bien dit que si vous voulez le concours, la coopération des leaders et des pays musulmans, il ne faudrait pas interdire de cette façon l'entrée des États-Unis aux musulmans. Vous avez besoin de ces États-là pour combattre le groupe État islamique. Alors donc, Obama lui-même, et bien avant lui, l'ancien président George W. Bush, ont cherché à faire comprendre aux Américains que l'islam n'a rien à voir avec le terrorisme dont se réclame, que ce soit Al-Qaïda, que ce soit le groupe État islamique. Et je crois que Mme Clinton aussi a abondé dans le même sens et qu'elle a bien défendu, qu'elle a cherché à faire comprendre aux Américains qu'on n'avait pas besoin de bouc émissaire dans cette affaire. Messieurs, un dernier mot pour la fin. Il reste encore donc 5 candidats après le Super Tuesday. D'autres ont déjà jeté l'éponge. Professeur Diagne, je reviens vers vous très rapidement. Républicains, démocrates, comment voyez-vous la suite, la prochaine étape ? Écoutez, on l'a dit, le 15 du mois sera décisif. Évidemment, pour un républicain comme Marco Rubio, pour rester dans la course, il faut qu'il gagne son propre État. Cela a quelque chose de symbolique, gagner son propre État. Même chose pour le républicain Kasich, il faut qu'il gagne Ohio. Ted Cruz, de ce point de vue-là, a déjà fait ce qu'il fallait. Maintenant, il est véritablement en course pour être dans une sorte de tête-à-tête avec... On verra ce qu'il en advient pour cela. Merci professeur. Merci Idrissa Seydou Dia pour vos décryptages de cette élection américaine. Merci René Laïc d'avoir été en ligne avec nous. Et c'est déjà la fin. Merci. C'est déjà la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe technique pour la réalisation de cette émission, ainsi qu'à la chaîne TV Mwangaza à Lubumbashi qui diffuse Washington Forum. Restez avec nous sur voaafrique.com pour plus d'actualités.